Quatre principaux titres pour ce journal. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement d'engager sans délai la procédure visant à reconnaître officiellement Kamba comme ville sainte. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance du 6 avril comme jour férié en RDC. Fin de la conférence nationale sur les infrastructures, 13 recommandations pour moderniser la RDC, réforme promise par le ministre Banza Lunda, vision des connectivités du Vepam Mukoko Samba, mesures phares, un référentiel de construction adapté au climat avec matériaux locaux. Environ 30 civils ont été enlevés lors d'une attaque attribuée aux rebelles IDF dans la nuit de jeudi à vendredi dans les territoires de Mombasa et Nituri. Les assaillants auraient incendié plusieurs maisons avant d'emporter les habitants vers la brousse. Une trêve de 2 jours entre en vigueur ce samedi entre l'Ukraine et la Russie à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Le cessez-le-feu annoncé jeudi par Vladimir Poutine intervient alors que les négociations diplomatiques menées par les États-Unis marquent le pas. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'ordre du Conseil des ministres de vendredi, instruit le gouvernement d'engager sans délai la procédure visant à reconnaître officiellement Kamba comme ville sainte. La démarche poursuit 4 objectifs. Préserver le caractère spirituel du site, encadrer les activités de pèlerinage qui rassemblent chaque année des centaines de milliers de fidèles, protéger les patrimoines religieux et kimbanguistes et renforcer les rayonnements internationaux de la cité. C'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Kamouyaya, qui a fait les comptes rendus de la réunion. Écoutons-le. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la reconnaissance du statut de ville sainte à la cité d'Nkamba. Le président de la République tient à sa volonté de faire de la cité d'Nkamba une ville sainte, telle que déclarée solennellement lors de sa participation à la commémoration du 6 avril 2026. Cela fait également suite aux multiples demandes formulées par les responsables de l'église kimbanguiste, tant lors des échanges directs avec lui-même que par l'entremise des émissaires en audience pour la reconnaissance officielle de ses statuts. Il a rappelé que la cité d'Nkamba, située dans la province du Congo central, constitue l'un des hauts lieux spirituels et historiques le plus important de la République démocratique du Congo. Ces lieux d'origine de la mission spirituelle de Simon Kimbangu, Kamba est reconnu par de millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem et représente aujourd'hui le centre mondial de pèlerinage de l'église kimbanguiste. En effet, chaque année, cette cité accueille de pèlerins venus de toutes les provinces de notre pays ainsi que de nombreux fidèles provenant de plusieurs régions du monde. Ces rayonnements spirituels exceptionnels confèrent à cette cité une importance religieuse, culturelle et patrimoniale majeure pour notre nation. Ils rappellent le courage spirituel, la dignité et la résistance morale incarnée par le prophète Simon Kimbangu dont les messages de foi, de justice et d'émancipation a profondément marqué l'histoire de notre nation et contribué à l'éveil de la conscience africaine face aux injustices de l'époque coloniale. Le président de la République a souligné qu'une telle reconnaissance vise notamment à préserver le caractère spirituel de ces sites, à organiser les activités de pèlerinage, à protéger son patrimoine religieux et à promouvoir son rayonnement international. La conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics s'est achevée sur une note d'ambition nationale, des réajustements entre promesses de réformes profondes par le ministre John Banza Lunda et vision stratégique des connectivités portée par le vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba qui a clôturé les travaux. La République démocratique du Congo dessine les contours de sa modernisation. Au total, 13 recommandations ont été retenues, parmi lesquelles adopter un référentiel technique national des constructions adaptées au changement climatique, favorisant l'utilisation de matériaux locaux et écologiques.
Placée sous le thème de l'innovation et de la durabilité, cette rencontre historique a mobilisé toutes les forces vives de la nation. La toute première édition de la conférence nationale sur les ITP a débouché sur 13 recommandations directement à mettre en œuvre pour booster ce secteur combien crucial pour la vie de la nation. Experts de la diaspora, experts du monde du savoir, des provinces et acteurs techniques se sont accordés sur une nouvelle feuille de route pour les infrastructures et travaux publics. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a salué cet élan patriotique, soulignant que les résolutions issues de ces travaux constituent désormais la boussole de la reconstruction nationale, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. La première édition s'achève aujourd'hui, mais la belle page est ouverte devant nous. Ensemble, nous allons l'écrire aux côtés de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et l'histoire retiendra que vous avez été le premier à coucher dans un document l'engagement solennel d'assurer la grandeur de notre pays. Nous devons donc suivre avec les mécanismes de suivi élaborés et adoptés ici chacune des recommandations. C'est un engagement collectif que nous allons évaluer une année après. Et je suis sûr, avec votre détermination, nous allons atteindre nos objectifs. S'exprimant avec satisfaction sur l'aboutissement de la conférence baptisée Fachi Bati, le ministre Banzalunda a affiché une détermination ferme. Il ne s'agira pas seulement de construire, mais de mieux construire. Mettant un terme à ces assises au nom du président de la République, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a élevé le débat au rang de l'impératif de survie. Pour lui, la modernisation des infrastructures n'est pas un luxe, mais le moteur de la relance économique. La deuxième journée de ces travaux a été marquée par des échanges techniques et des réflexions approfondies sur les défis du secteur. Les experts, décideurs publics et partenaires ont poursuivi les discussions autour des mécanismes des financements, de la gouvernance des projets ainsi que de la modernisation des normes des constructions. Les travaux en commission ont permis d'aborder plusieurs thématiques clés, notamment la planification stratégique des infrastructures, l'entretien du réseau routier et le renforcement des capacités institutionnelles. Prenant part à ces assises, Jean-Colis Makaka, gouverneur de la province de la Mongala, a réaffirmé l'importance pour les provinces de s'approprier les résolutions qui découleront de cette conférence afin d'améliorer les conditions des développements local. De son côté, Rufin Andabo, ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction de la Mongala, s'est exprimé en ces termes. Mes impressions sont les meilleures, les joies. Et une telle conférence de grande envergure me donne la chance de comprendre certaines choses dans mon secteur. Et surtout au deuxième jour de la conférence, je retiens beaucoup de choses. Surtout sur les domaines que sont en train de diriger en province. La population de la Mongala doit être confiante au président de la République, qui a la vision de reconstruire la République démocratique du Congo et surtout la province de la Mongala, et d'être confiant également à leur gouverneur de province, qui a une vision éclairée de pouvoir reconstruire la province de la Mongala à travers les actions du président de la République. Et tout ce que nous allons vivre ici, tout ce que nous entendons, tout ce que nous allons apprendre, nous allons les pratiquer en province, et la province de la Mongala revêtra de sa belle robe de l'époque. Cette deuxième journée s'inscrit dans la dynamique d'aboutir à des recommandations concrètes susceptibles de transformer durablement les secteurs des infrastructures en République démocratique du Congo. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a tenu sa séance plénière hier vendredi. À l'ordre du jour, l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de mars 2026 et l'examen du rapport sur la gestion administrative, financière et patrimoniale de l'institution. Suivez encore une fois de plus Nathan Diamouete. Depuis la rentrée parlementaire de mars, les élus de la capitale n'ont plus le temps à perdre.
sous la houlette de Lévi Mbuta Sangupamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une étape importante vient d'être franchie ce vendredi 10 avril 2026 lors de la plénière tenue au siège de l'organe délibérant. À l'ordre du jour étaient inscrits 4 points dont l'adoption de l'ordre du jour, suivi de la lecture et adoption du procès verbal numéro 1, /APK/SO/mars 2026, de la séance plénière du lundi 30 mars 2026, présidée toujours par lui-même, Lévi Mbuta Sangupamba. Il s'en est suivi l'examen et l'adoption du projet des calendriers de matière de la session ordinaire de mars 2026. Enfin, à huis clos, la plénière a examiné le 4e et dernier point consacré à la présentation du rapport de la gestion administrative financière et du patrimoine de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je l'ai annoncé au sommaire, environ 30 civils ont été enlevés lors d'une attaque attribuée aux rebelles IDF dans la nuit de jeudi à vendredi dans les territoires de Mambasa, en province de l'Ituri. Selon des sources locales, les assaillants ont incendié plusieurs maisons avant d'emporter les habitants vers la brousse. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de personnes kidnappées, dont des femmes et des enfants. Initié sous l'impulsion du président de la République Félix Tshisekedi, les projets de construction de la station d'arrêt et des repos de Songololo à Lufu, dans la province du Congo central, a été officiellement inauguré dans la matinée du mercredi 8 avril. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba, s'est fait représenter à la cérémonie par le secrétaire général au transport, Pierro Nkesana Moko. La cérémonie de lancement a été marquée par plusieurs allocutions, notamment celle du secrétaire exécutif de l'autorité des coordinations de transit et de transport du corridor nord, ainsi que du directeur général de la société Rigos. Ce projet est une initiative d'envergure continentale impliquant plusieurs pays africains, dont la RDC. Je suis venu ici sur ordre de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, qui m'a donné l'ordre de venir participer à la cérémonie des travaux de cette première station d'arrêt et de repos à Songololo. C'est la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de modernisation et du désenclavement du territoire national via les infrastructures. Aujourd'hui, ça n'a jamais existé. C'est un enjeu pour la République. Les lancements symboliques des travaux a été ensuite effectué par le secrétaire général au transport, Pierro Nkesana Moko, en présence du représentant du gouverneur de province, ainsi que d'autres personnalités. Pona bandeko, oya Songololo pe ya République Mobimba, le projet prévoit notamment des espaces de stationnement, des voies de circulation aménagées, un restaurant, une guérite de sécurité, un parking pour véhicules légers, des commerces, des bureaux administratifs, une clinique, des toilettes publiques, ainsi qu'une station de ravitaillement en carburant. Ce lancement marque ainsi une étape importante dans la politique gouvernementale visant à renforcer les infrastructures de transport et améliorer les conditions de vie des populations. La diaspora congolaise affiche une détermination renouvelée à défendre les valeurs et l'unité nationale. Sur plusieurs continents, des Congolais se mobilisent pour promouvoir le patriotisme et renforcer les liens avec leur pays d'origine. Portés par un message fort, la patrie ou la mort, les compatriotes engagés veulent sensibiliser leurs frères et sœurs où qu'ils s'y trouvent à l'importance de l'attachement à la nation. Pour eux, la République démocratique du Congo n'est pas seulement un territoire, mais un héritage commun, un point de convergence qui unit tous ses fils et filles. Nous n'avons qu'une seule patrie, un seul héritage commun. Notre nation, a déclaré la diaspora congolaise, appelant à une prise de conscience collective. Dans un contexte marqué par de nombreux défis, cette dynamique vise à encourager la solidarité et la responsabilité citoyenne. Les initiatives de la diaspora se multiplient ainsi autour de la campagne de sensibilisation de messages sur les réseaux sociaux et d'actions communautaires. L'objectif est clair, raviver la fibre patriotique et inciter chaque Congolais à contribuer à sa manière à la défense et à la valorisation des couleurs nationales. Compatriotes,
Nous qui sommes à l'extérieur du pays, dans la diaspora, nous vous soutenons dans les efforts que vous faites pour la paix, la justice pour le Congo. Ce mouvement se veut inclusif et rassembleur. Dans cet élan, le message Banamboka résonne comme un appel à la fraternité et à l'engagement collectif au-delà des distances géographiques. La patrie ou la mort, Kolembaté pour le Congo, jusqu'à la libération finale. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vive la RDC. Notre patrie, les Congos, nous ne lâcherons. Plus que jamais, la diaspora congolaise entend jouer un rôle actif dans la promotion de l'identité nationale et du patriotisme, affirmant avec force la patrie avant tout. En santé, des milliers d'habitants restent exposés au paludisme et à la amibiase. À Kinshasa, ces pathologies ancrées dans les quotidiens sont aggravées par l'insalubrité et l'accès limité à l'eau potable. C'est les constats faits par nos stagiaires. Tomber malade est devenu une réalité presque ordinaire pour de nombreux habitants de Kinshasa, confrontés quotidiennement au paludisme et à l'amibe. Chaque jour, de nombreuses personnes se rendent dans les structures de santé pour des symptômes liés au paludisme ou à des infections intestinales comme l'amibiase. Souvent banalisées, ces maladies peuvent pourtant entraîner des graves complications lorsqu'elles ne sont pas prises en charge à temps. Selon certains professionnels de santé, leur fréquence s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'insalubrité, la consommation d'eau non potable et les manques de moyens de prévention adaptés. Nous recevons beaucoup de malades souffrant du paludisme avec toutes ses formes, paludisme simple et paludisme grave. Nous les soignons. S'il s'agit d'un paludisme simple, la molécule qui est recommandée, c'est l'artéméter et l'imifentrine, soit l'artésinate. Mais s'il s'agit du paludisme grave, nous donnons le schéma quinine. Mais on doit d'abord certifier la gravité de ces paludismes-là, ça à quelle forme. C'est ça qui nous permet de faire une meilleure prise en charge. Bon, comme vous le saviez, l'agent causal du paludisme, c'est les plasmodiums. Nous avons les plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale. Dans les centres de santé, le paludisme et les infections intestinales figurent parmi les cas des plus fréquemment enregistrés. Enfants et adultes sont régulièrement touchés, ce qui illustre la persistance de ces maladies dans le quotidien des populations. Dans la capitale congolaise, les églises se multiplient pour des milliers de fidèles. Elles offrent un refuge face à la précarité, mais l'apparition d'un marketing de la foi et des dérives commerciales nourrit le débat. Encore une fois de plus, nos stagiaires nous plongent dans cette réalité. Un élément rendu par Jean-David Kilolo. Dans les rues de la capitale quinoise, clochers et enceintes, des fortunes se multiplient. Pour des milliers de Quinois, l'église demeure un ultime rempart contre la précarité et l'isolement. Pourtant, l'essor d'un véritable marketing de la foi soulève de plus en plus de questions au sein de l'opinion publique. À Kinshasa, par exemple, derrière des portails de fer ou sous de simples hangars de tôles, les chants résonnent avec une ferveur intense. On y vient en quête de guérison, d'un emploi, ou simplement de la force de tenir jusqu'au lendemain. Pour beaucoup, l'Église dépasse les cadres du culte. Elle devient une famille de substitution, un espace d'écoute, parfois même les seuls filets de sécurité sociale, dans un contexte où l'État paraît absent. Dans une ville où chaque journée est une lutte, ces communautés structurent le quotidien. Elles organisent des collectes pour les soins médicaux, accompagnent les familles en deuil et recréent du lien social. Pour les plus vulnérables, l'Église représente souvent le dernier refuge des dignités, comblant un vide affectif et social profond. Quand tu entres à l'Église, même depuis l'Ancien Testament, si vous lisez bien la Bible, quand tu entres dans la ville du refuge, même si tu avais mal fait, les hommes qui te poursuivaient auront du mal à te récupérer là-bas. Parce que dans la ville du refuge, là tu es sous la protection. Cependant, derrière cet accueil chaleureux,
une autre réalité émerge, plus calculée. Depuis quelques années, un langage inspiré du management s'invite dans les prêches. Il n'est plus simplement question de salut, mais des percées financières, des connexions ou encore des sémences. L'évangile des prospérités transforme parfois certaines chairs en véritables vitrines où les miracles semblent conditionnés. L'esthétique elle-même évolue. Des grandes affiches aux couleurs vives envahissent les artères principales, mettant en avant des leaders charismatiques au style soigné, le personal branding. Des pasteurs prennent de l'ampleur tandis que le nombre de fidèles devient un indicateur des réussites. La dîme jadis perçue comme un acte de partage tend parfois à se transformer en obligation, au risque de fragiliser davantage des familles déjà éprouvées. L'église est plus simple un refuge financier pour le pasteur qu'un refuge de la foi ou spirituel pour les... Alors, refuge ou business, la réalité est plus nuancée. Elle se situe dans cette zone grise où la solidarité sincère cohabite avec des pratiques discutables. De Kinshasa à Lubumbashi, les jeunes Congolais semblent changer la mode. Ils mélangent la sape, les habits de la rue et les tissus du pays qui deviennent une façon de montrer qui ils sont et d'où ils viennent. Voici ce qu'ont vu nos stagiaires, encore une fois de plus. Loin des costumes stricts de leur aînés, les jeunes Congolais réinventent aujourd'hui les codes de l'élégance. Entre streetwear audacieux et valorisation des matières locales, la rue quinoise s'impose comme un véritable laboratoire du style africain contemporain. À Kinshasa, le vêtement est bien plus qu'une question d'apparence, c'est un langage. Si la sape traditionnelle demeure une référence, la nouvelle génération en détourne les codes. Le blazer se porte désormais déstructuré, tandis que le pagne s'invite sur des coupes oversize ou des corsets modernisés. C'est important pour moi parce que l'habillement c'est quelque chose que j'aime. J'aime être élégant, stylé. Après, c'est mon péché mignon. Ces métissages stylistiques, nés d'un besoin d'affirmation, transforment la rue en véritable podium à ciel ouvert. Portée par l'essor des réseaux sociaux, cette créativité dépasse désormais les frontières. Sur TikTok et Instagram, influenceurs quinois et créateurs de contenu imposent leurs propres tendances, mêlant luxe et débrouille avec une mise en scène assumée et inventive. L'importance de la mode, selon moi, j'aime trop m'habiller. J'aime être exemplaire par rapport à ma mode. Et puis, je suis une femme. M'habiller proprement est aussi la meilleure chose que je compte de plus. Au-delà de l'esthétique, cette mode devient aussi un levier économique. Des ateliers de quartier aux jeunes marques locales, une véritable dynamique s'installe, portée par une jeunesse qui ne veut plus seulement consommer la mode, mais la créer et la définir. À Kinshasa, l'apparence reste une force et le futur s'écrit avec style. La musique urbaine s'impose à Kinshasa comme une expression incontournable de la jeunesse portée par des rythmes modernes et des messages ancrés dans le vécu quotidien. Entre créativité, influence sociale et quête de visibilité, ces mouvements musicaux transforment peu à peu les habitudes, les rêves et les repères d'une nouvelle génération en pleine affirmation. C'est ce que nous disent nos stagiaires, encore une fois de plus, dans ces reportages signés Rufus Lukanga. Sur plus de 20 ans après ses premières connexions avec le public congolais, grâce à la chanson Keisha, on dit quoi? La chanteuse franco-ivoirienne Tia est annoncée en concert à Kinshasa, en retour sur la scène quinoise avec une promesse claire, rester fidèle à elle-même tout en apportant la maturité acquise au fil des années. Keisha, on dit quoi? On va gâter le coin. On séjourne à Kinshasa dans une dynamique de reconnexion avec un public qui n'a jamais oublié ses classiques, notamment le tube On dit quoi aux côtés de Keisha. Tia entend démontrer que le lien tissé n'a jamais été rompu. Je suis ravie d'être là, je suis ravie de me produire sur la scène du Jardin Clos ce samedi et j'ai hâte vraiment de retrouver tout le public
qui m'a beaucoup manqué quand même depuis toutes ces années. Cette présence dans la capitale congolaise illustre une volonté claire, s'adapter à nouveau à l'écosystème musical africain actuel en partant d'une ville réputée pour son public exigeant et passionné. Au-delà de ses performances artistiques, elle a su se maintenir dans sa double casquette entre journalisme et musique, deux métiers qui ne s'entremêlent pas. Je dirais pas que la journaliste que je suis influe sur l'artiste que je suis aussi. Je dirais que voilà, j'ai une sensibilité qui est différente. J'ai un regard qui est différent parce que quand je reçois des artistes sur mes plateaux, que ce soit des plateaux télé, des plateaux radio, il y a une approche qui est différente. Il y a une, je veux dire, il y a une complicité aussi qui est un petit peu qui est particulière, évidemment. Mais en aucun cas, la journaliste n'a d'impact sur mes créations musicales. Absolument pas. Notre souvenir d'hier et émotion d'aujourd'hui, les friands du zouk, R&B, afro et influences congolaises sont invités à replonger dans l'ambiance ce samedi au Jardin Clos. Un rendez-vous qui apparaît comme l'un des temps forts du week-end culturel à Kinshasa. Une chose est sûre, la question ne sera plus « on dit quoi ?» mais plutôt « on danse ou on danse ?» On dit quoi? On va gâter le coin. On dit quoi? On va gâter le coin. À l'international, le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999, a annoncé vendredi sa réélection pour un 6e mandat à l'issue du scrutin du 10 avril 2026. Les premiers résultats partiels lui donnent 96,47% des voix contre 3,52% à son unique adversaire Mohamed Farah Samatar. L'opposition, elle dénonce un paysage politique complètement verrouillé et une opposition fabriquée. Toujours en international, conflit Moscou-Kiev, une trêve de 2 jours en vigueur ce samedi entre l'Ukraine et la Russie à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Le cessez-le-feu annoncé jeudi par Vladimir Poutine a été accepté par Volodymyr Zelensky. Il court de ce samedi jusqu'à dimanche soir. Cette pause intervient alors que les négociations diplomatiques menées par les États-Unis marquent le pas. Nous y reviendrons. Voilà qui nous conduit au rappel des principaux titres de ces journaux, messieurs et dames. Le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement d'engager sans délai la procédure visant à reconnaître officiellement Kamba comme ville sainte. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la reconnaissance du 6 avril comme jour férié en République démocratique du Congo. Fin de la conférence nationale sur les infrastructures, 13 recommandations pour moderniser la RDC, réforme promise par le ministre Banzalunda, vision des connectivités du VEPA Mukoko Samba, mesures phares, un référentiel de construction adapté au climat avec matériaux locaux. Environ 30 civils ont été enlevés lors d'une attaque attribuée aux rebelles IDF dans la nuit de jeudi à vendredi dans les territoires de Mambasa à Nitori. Les assaillants auraient incendié plusieurs maisons avant d'emporter les habitants vers la Broussa. Une trêve de 2 jours entre en vigueur ce samedi entre l'Ukraine et la Russie à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Le cessez-le-feu annoncé jeudi par Vladimir Poutine intervient alors que les négociations diplomatiques menées par les États-Unis marquent le pas. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas. Vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.